Bon bah bienvenue à toi sur la chaîne. Merci d'être là, c'est cool. Je te remercie. Merci pour cette invitation en tout cas. Du coup, juste pour présenter un peu la soirée aux gens, c'est quoi le but? Bon, de toute façon, vous avez le programme sous les yeux, mais en gros, pourquoi j'invite Mehdi sur Twitch là? En fait, pour deux raisons. Bon bah une parce que j'avais envie de faire une soirée sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est celui qui a fait le programme le plus conséquent à gauche. Enfin, quand je dis conséquent, c'est en termes de taille en tout cas. Le plus complet. Donc il y a plein de choses à en dire. Et clairement, on n'aura pas le temps de tout dire ce soir, mais on va essayer quand même d'en parler un peu. Et je m'étais dit qu'au lieu de le faire tout seul, et ben, comme je connaissais quelqu'un qui avait fait partie de la France Insoumise, ça pouvait être intéressant de le faire tous les deux. Et la deuxième chose aussi que je trouverais cool, c'est que, bon là, je me suis fait une autocritique, entre guillemets, sur ma chaîne Twitch en me disant, bon, toutes les semaines, je parle de politique, mais parfois de façon un peu abstraite. Et là, moi, j'aimerais commencer sur cette chaîne à pouvoir recevoir de temps en temps des gens, des invités, qui puissent parler de leur parcours personnel à eux, de leurs engagements. Donc là, toi, on va pouvoir parler de toi, qui est sur une question assez politique politicienne, hein, puisque l'idée, toi, c'est de faire campagne pour des élections. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir recevoir aussi d'autres gens qui militent d'autres façons, dans le champ associatif, dans des militants, des groupes de militants, je sais pas moi, féministes, antiracistes, quelqu'un qui s'implique dans les squats, etc., dans le syndicalisme. Voilà, moi, j'aimerais bien pouvoir avoir des invités de temps en temps pour qui racontent aussi un peu leur parcours et comment on peut s'engager. Et d'ailleurs, c'est un peu un appel aussi. S'il y a des gens là qui passent dans le chat ou qui voient la vidéo sur YouTube et qui trouvent, qui ont un truc à raconter, enfin qui ont envie en tout cas de passer sur la chaîne, bah n'hésitez pas à m'écrire un message sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, peu importe. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir parler de ça ensemble. Donc voilà. Du coup, là, juste avant de se lancer, voilà, on va faire ça en deux temps. Donc un temps où on va parler un peu de ton expérience, toi, Mehdi, déjà, ton expérience perso en politique. On va parler aussi de ce que tu as vu du fonctionnement de la France insoumise. On va parler un peu de nous, chacun, de notre avis sur cette campagne en 2022. Et bon, là, moi, j'ai un peu la. Enfin, en gros, toi, même si aujourd'hui tu fais plus partie de la France insoumise, on est d'accord que t'es pas parti fâché et t'es toujours convaincu par les idées. Donc, si j'ai bien compris, Exactement. ouais, si j'ai bien compris, toi tu viens aussi pour essayer de gagner de l'électorat, tout simplement, c'est ça? Alors, disons que pour moi les choses sont un peu plus complexes que ça. En effet, j'aimerais convaincre sur le programme de façon générale. Pourquoi? Parce que je pense toujours qu'il est le plus abouti, quand bien même je ne milite plus activement pour la FI ou pour l'Union populaire qui est l'héritier direct de la France insoumise. Et qui rassemble un éventail politique encore plus large que la FI. Pour moi, l'idée, c'est surtout en fait de faire rendre compte de la pertinence du programme. Et disons que ça se fait d'autant plus avec, j'allais dire, ce qu'on entend sur ces histoires de primaires populaires, de rassemblement de la gauche, Mm. pour rappeler aussi un petit peu contextuellement où la FI se situe. Et j'allais dire remettre un peu de l'ordre sur les notions qui peuvent aussi être celles des gauches et pas de la gauche, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que pour moi, il existe des gauches plurielles et c'est aussi surtout pour ça, en fait. C'est pour remplacer un peu de contexte aussi politique par rapport à, j'allais dire, à la confusion ambiante sur ces notions de gauche plurielle. Ok, bah moi, bon, de toute façon, tu le sais, on en a parlé avant, mais pour dire aux gens, moi je vais entre guillemets essayer de poser quelques questions un petit peu chiantes. Alors le but, c'est pas de décourager qui que ce soit de voter insoumis, hein, si vous avez envie, n'hésitez pas. Le plus tôt, c'est de le faire en conscience et d'apporter un petit peu de critique là-dessus. Voilà. Et puis après, quand on parlera du programme, moi il y a plein de choses qui me plaisent dans le programme, donc je vais pas passer mon temps à critiquer non plus. Après, j'aimerais bien juste souligner un peu des manques parfois.
Et puis ce qui va être cool, c'est qu'avec toi aussi, on va pouvoir peut-être un peu plus décoder des fois ce que ça veut dire concrètement, telle ou telle ligne du programme, qu'est-ce que ça implique, etc. Qu'est-ce que ça apporterait comme changement, tout ça, quoi. Mhm. Voilà. Je propose qu'on se lance dès maintenant, si ça te va. Ouais, bien sûr. Juste pour qu'on te situe un peu idéologiquement, est-ce que tu peux raconter rapidement ton cheminement politique, entre guillemets, quand est-ce que tu as commencé à militer, pourquoi, tout ça. Moi, si je suis à peu près... Enfin, si j'ai bien compris, toi, tu as commencé au lycée. Il me semble que tu as commencé par Ouais. militer pour le PS local, si je dis pas de bêtises. Et puis, Ouais, ouais. ouais, et quelques années plus tard, tu te retrouves à, à militer pour la France Insoumise, pour les élections législatives. Tu te retrouves même directeur de campagne pour un candidat, donc c'est quand même une responsabilité. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment t'es passé idéologiquement du PS à la FI en quelques années. Qu'est-ce qui était marquant pour toi, quoi? Ben, je pense que mon processus politique, enfin, disons que j'ai évolué, tu vois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà, c'est vrai que j'ai commencé à militer très jeune, vers l'âge de 15-16 ans. Ça a commencé par les manifs sur la retraite à l'époque, Mhm. qui mobilisaient beaucoup à ce moment-là les citoyens dans la région Rhône-Alpes, notamment, où je militais. Et à ce moment-là, on faisait des mouvements de blocus, principalement avec l'UNEF. Mouvement de blocus auquel j'étais très attaché, et j'ai commencé un petit peu à militer principalement avec l'UNEF. Donc l'UNEF, Euh, pour ceux qui connaissent pas, peut-être. L'UNEF, c'est un syndicat étudiant, en gros. C'est l'Union nationale des étudiants de France, en gros, et c'est un syndicat qui historiquement est rattaché à gauche et qui est notamment un syndicat qui aussi a contribué à faire monter, j'allais dire, beaucoup de militants du Parti socialiste. C'est un syndicat qui est très vieux et qui remonte au début du XXe siècle. On a Voilà, Benoît Hamon, par exemple, qui a été responsable de l'UNEF à une époque et qui est ensuite arrivé au PS, pour donner Ouais, qu'un c'est nom, ça. quoi. Ouais. Exactement. Sachant que ça a été le syndicat majoritaire pendant longtemps et que ça l'est plus aujourd'hui, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas d'ailleurs. Mais ils ont été sous le coup de beaucoup de polémiques, y compris récemment. Polémiques que d'ailleurs j'ai trouvé un peu stériles, mais bon, soit Mm. passons. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et en fait, dans la circo dans laquelle j'étais, donc c'était en Ardèche, du coup, je vais le dire, il y avait un gars qui s'appelait Olivier Dussopt, que certains connaissent peut-être. C'est notre ministre aujourd'hui des Comptes publics. Et j'ai milité pour Olivier Dussopt, qui à l'époque était à la gauche du PS. Il faut savoir que c'était un député socialiste qui était très proche des frondeurs et qui était notamment partisan d'une investiture de Martine Aubry au sein du PS, donc de la gauche du PS telle qu'elle a été faite à l'époque, qui n'était pas foncièrement un soutien de François Hollande et qui aujourd'hui a complètement basculé vers la droite et qui, avant d'énoncer le budget, j'allais dire de la Macronie avant de passer du côté obscur de la force, pour expliquer un peu le truc. Et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai été séduit en fait par le PS tout simplement parce qu'ils étaient très implantés historiquement dans le coin, que c'était les premiers à nous filer du matos et à nous soutenir lors des blocus qui se sont faits notamment sous l'ère Sarkozy. Et voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Et puis après, disons que j'ai commencé à bifurquer dès les premières années Hollande. Déjà parce que j'ai eu un cheminement politique assez... Enfin, j'étais pas très mûr, j'allais dire, politiquement. Je me suis intéressé aux questions de la constituante avec Étienne Chouard. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres personnes en voyant que François Hollande allait complètement à l'opposé de ce à quoi il s'était engagé. J'ai eu un véritable processus de désillusion politique, voilà. Et, ouais, voilà. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à Étienne Chouard. J'ai commencé à m'intéresser... j'allais dire, à des processus très différents politiquement. Je me suis retrouvé à Nuit debout, des années après, toujours dans cette espèce de rejet complet du politique. Et puis en fait, je sais pas, je me suis intéressé un peu par hasard à la FI. J'en ai entendu parler en fait déjà lors de Nuit debout. J'avais rencontré des militants en fait qui étaient à l'époque militants au parti de gauche et qui me disaient non mais je sais pas ce que vous faites là, mais nous vous savez on veut vraiment changer le système au parti de gauche, au front de gauche pardon.
Mm. au parti de gauche, Le du Front de coup. gauche, c'est le parti qu'avait fondé Mélenchon quand il s'est barré du PS en 2007. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais rencontré des gars du Front de gauche qui m'avaient dit ça et qui m'avaient dit il faut impérativement que vous, les jeunes, vous engagez aussi avec Mélenchon parce que sa voix est pas majoritaire. Et c'est vrai qu'en fait, le Front de gauche, c'est en fait bon, ça regroupe le parti de gauche qui, lui, pour te corriger, Baptiste, rapidement, a été fondé par Méluche. En fait, c'est un agrégat de différentes organisations de gauche. Il y avait le Parti communiste français à l'époque, Mm. le Parti de gauche, etc. Et, du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant. Et à ce moment-là, a commencé à naître l'idée de la France insoumise. Je ne les ai pas rejoints du tout, quoi que ce soit. Je suis parti étudier à Londres pendant une courte période, pendant un an. C'est à ce moment-là que je me suis engagé pleinement, en fait, en étant à l'étranger, pour la troisième circonscription des Français de l'étranger, ce qui est assez particulier, car pour tout vous dire, à Londres, il y avait 150 000 Français, c'est ça, 200 000 Français, ce qui fait quand même une bonne grosse ville française, qui a des particularismes, et on a réussi l'exploit de faire passer la gauche de 2-3% de la gauche non Hollande, j'allais dire, de la vraie gauche, comme je l'appelle, de 2-3% à 10 à 15% des intentions de vote des personnes sur place, qui pour nous était une énorme victoire Mm. au vu de cette circonscription qui est historiquement à droite, bien évidemment. Bah oui, on se doute que les expats de Londres, ils sont plutôt branchés macronistes, libéral, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'était quand même une circo où il y a eu beaucoup de précarité, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Mais c'est des précaires isolés. Disons que c'est des personnes qui sont des travailleurs pauvres qui vont sur Londres, qui restent une certaine période. Des personnes qui sont aussi, il y a aussi des ouvriers français qui travaillent à Londres, il y a aussi des personnes dans le service, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur de la restauration, beaucoup de filles au pair notamment, qui sont sur place depuis des années parfois, qui sont dans des conditions de travail assez dégueulasses et qui peuvent être sensibles aussi à ce discours-là. Mais c'est ces personnes qui sont majoritairement abstentionnistes. Mm. Et qu'est-ce qui m'a convaincu d'ailleurs, c'est le fait de parler aux abstentionnistes et surtout l'idée de la constituance, ce sur quoi j'aimerais revenir. Ouais. Bah, Qui m'a beaucoup plu. Voilà. ouais, ça on en reparlera un petit peu plus tard, ça t'embête pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors du coup, moi, ce qui m'intéresserait de te poser comme question, ce serait, bah, du coup, comment tu fais, enfin, comment t'as fait, ça peut intéresser des gens peut-être qui ont envie de... Bah, là, dans quelques mois, ça va être les législatives, justement, qui aimeraient peut-être s'engager dans une campagne pour qui a le candidat à la législative de leur coin, pour tel ou tel parti. Comment tu t'es retrouvé directeur de campagne d'un candidat aux législatives? T'as postulé, c'est une rencontre, et qu'est-ce que eux ils recherchent comme profil aussi? Écoute, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que c'est l'agrégat de beaucoup de choses. Déjà, je me suis lancé assez tôt, en fait, dans la FI. Tôt, pas au tout, à ses débuts, bien évidemment, mais Hmm, peut-être 6-7 mois avant la présidentielle, ce qui est quand même beaucoup hmm, pour une présidentielle. Là, on est à 3 mois de la présidentielle et on a l'impression que le calendrier est très large. Je me rappelle même pas de ce qui s'est passé à 3 mois, mais voilà. Il disait que du coup, le champ était large. Donc, je pense qu'en fait, il y a surtout l'investissement militant. Il y a pas mille choses. Si on y croit, si on s'investit, si on est convaincu par ce qu'on raconte et que ça se voit, en fait, ben, naturellement, ça porte ses fruits. Après, je pense pas que ce soit un objectif non plus de devenir directeur de campagne, un truc comme ça. Moi, c'était pas du tout un objectif. Pour le coup, j'étais juste un simple militant hmm, et ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, électoralement, tu es obligé d'avoir un directeur de campagne pour beaucoup de raisons administratives, pour la représentation aux législatives, pour déposer les comptes de campagne, pour plein de trucs, ne serait-ce que pour faire certains déplacements, des trucs comme ça, c'est quand même hyper important pour pouvoir accompagner ton candidat, etc. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je recherchais. hmm. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de talent particulier. Je t'avoue qu'il y a l'investissement et le temps. Ouais, J'avais voilà la possibilité d'avoir du temps. Je pense que c'est un truc d'ailleurs qui est dommage pour beaucoup de militants politiques, c'est de pas avoir le temps de pouvoir militer. Et moi, j'avais ce temps parce que j'étais étudiant. ouais. Euh, Peut-être donc, aussi, enfin je sais pas, hein, c'est une supposition, mais peut-être que aussi la France Insoumise elle venait de se constituer
Ils avaient peut-être pas encore, entre guillemets, ils étaient peut-être pas encore très implantés localement, ils n'avaient pas encore un gros réseau de militants. Et peut-être que dans des partis, entre guillemets, plus anciens, il y a déjà tu vois, une colonne vertébrale militante qui est très instituée et où si tu arrives en quelques mois, c'est peut-être plus compliqué d'occuper des rôles comme ça, je sais pas. Non, tout à fait. Je pense que si j'avais été au PS, ça aurait été très différent, tu vois, par exemple. Hmm. Déjà, si tu veux, la spécificité de la FI, c'est que c'était un mouvement un peu nébuleux, voilà, qui est un mouvement, Bah, qui est pas un parti. excuse-moi, je te coupe, on va en parler juste après. Ouais. Juste, enfin, si ça t'embête pas, hein. Comme ça, on reste focus juste sur le. Bien Moi, sûr, j'avais une dis-moi. dernière question là-dessus. Ça consiste en quoi concrètement le rôle de directeur de campagne? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'un candidat il a besoin pour organiser sa campagne? Sur quoi? Enfin, c'est avant tout de la com ou il y a d'autres choses qui comptent aussi? Je dirais que il y a beaucoup d'administratifs quand même. Il y en a même énormément. T'as beaucoup d'aspects administratifs que tu dois régler en tant que directeur de campagne, qui ont trait à l'organisation financière de la campagne, aux prises de rendez-vous que tu vas faire pour le candidat que tu vas défendre. Tu vas pouvoir jouer le porte-parole aussi, que ce soit devant des médias, lors d'interviews, Hmm. et représenter la parole du mouvement pour lequel tu vas militer. Tu vas structurer essayer de structurer le militantisme aussi, mais ça c'est annexe, j'allais dire, parce que je pense qu'il y a des directeurs de campagne où c'est hyper hiérarchique, enfin, qui hyper hiérarchisent tout. Là où tu as des mouvements, un peu comme à la FI, où les militants étaient auto-structurés et où les directeurs de campagne étaient surtout dans un grand rôle de coordination et de représentation devant les médias et les instances publiques. En sachant que tu as dans ces aspects administratifs le fait pour ton candidat et avec ton candidat, par exemple, d'ouvrir un compte de campagne et de gérer des aspects qui peuvent être liés à ça, des choses qui sont très concrètes en fait et qui servent le quotidien de la campagne, Hmm. dont l'argent, quoi, dont les aspects financiers. Voilà. Moi, auquel moi j'ai moins touché parce qu'on était dans une co-direction de campagne pour le coup, euh, mais c'est quand même des aspects qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, les thunes, quoi. Ouais, exactement. Ok, dernière question, entre guillemets, sur ton parcours. En fait, toi, tu as fait des études de droit. Ouais. Aujourd'hui, tu es avocat. Et en fait, ça m'intéressait de te poser Bientôt la question. avocat. Je prête Ouais. bientôt serment. Oui, ouais, tu vas devenir avocat. Bon, Ouais, c'est t'as ça. fait le plus gros, on va dire. Ouais. Et en fait, enfin moi ça m'intéresse de te poser une question là-dessus parce que c'est vrai que quand on regarde les parcours d'études des responsables politiques, alors il y a ce qui revient le plus c'est Sciences Po, l'ENA, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens des partis politiques, des responsables politiques qui ont fait du droit, même qui ont été avocats. Alors, genre rien que là, la présidentielle, il y a deux têtes, il y a au moins dont je suis sûr Marine Le Pen et Arnaud Montebourg, par exemple, qui ont ce profil-là. Ouais. Euh, pour toi, pourquoi c'est aussi commun? Pourquoi il y a une passerelle qui est aussi large entre ces deux mondes-là? Et est-ce que pour toi, c'est un bon cursus pour des gens qui se destineraient à une carrière politique de faire ce genre d'études? Ça crée quoi comme compétences ou comme comment dire, comme, euh, comme profil particulier, quoi? Tu parles de beaucoup de choses à la fois, qui sont très intéressantes d'ailleurs par rapport à la politique, et tu parles de carrière politique, c'est le dernier terme que tu as employé. Mhm. Euh, Écoute, moi je suis pas pour faire une carrière en politique. Personnellement, c'est quelque chose à laquelle je suis opposé. Je considère que chaque citoyen devrait s'emparer des questions politiques qui l'entourent. Et que le carriérisme politique a tendance à contribuer à la déresponsabilisation citoyenne, à l'abstention et à beaucoup de choses euh, qui qui font partie des tares du système représentatif, à proprement parler. Ce contre quoi je suis contre, Mais et qui a notamment fait mon engagement. Mais chose à part, mm, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai un parcours un peu particulier. Bon, déjà, par exemple, dans les mouvements politiques en général, effectivement, on a plutôt des personnes assez intellectuelles ou issues de CSP+, en fait,
qui généralement sont représentatives ou qui sont en tout cas enfants de petits bourgeois ou d'une certaine classe sociale qui leur a permis de pouvoir exercer un mandat politique avec des connaissances suffisantes. Je pense que déjà, il y a beaucoup de facteurs. Comme je te le disais, il y a le temps. Quand tu es ouvrier, je pense pas que tu aies forcément le temps nécessaire pour pouvoir t'impliquer dans la vie politique à proprement parler, quand tu as tes horaires, quand tu fais ton 3-8 par exemple, que tu rentres de l'usine et tout ça, t'as peut-être pas envie d'aller faire 4 heures de militantisme plus 3 heures de renseignement militant. Qui plus est, je pense que l'éducation nationale a un gros rôle à jouer par rapport à cela et qu'on manque cruellement d'infrastructures citoyennes, enfin d'infrastructures d'éducation, pardon, qui tendent à éduquer le citoyen civiquement et non pas uniquement à l'orienter vers des structures de travail telles que celles qu'il y a aujourd'hui. Et c'est un problème qui remonte à un petit moment maintenant, ça fait près de 30-40 ans. C'était beaucoup plus le cas au Parti communiste à l'époque, où je crois que la représentativité était plutôt de l'ordre de 10% de personnes ouvrières à l'Assemblée, là où elle représentait, je crois, 30% des catégories professionnelles au travail en France. Aujourd'hui, ça doit être 1%, 2%, quelque chose Ouais, comme c'est ça. très peu, ouais. Je suis même pas sûr qu'il y ait des ouvriers. Il y a des quelques employés, il doit y avoir 2%, mais c'est tout. Ouais, Ouais, enfin, tu vois, si je prends la France Insoumise, il y a Caroline Fiat qui est aide-soignante, et t'as Jean Gratton qui était au RSA. Donc bon, je pense que du côté de l'AFI, sur 17 députés, c'est peut-être pas les plus à plaindre. Non, c'est sûr. En sachant qu'en plus de ça, au niveau de la façon dont ont été faites les législatives à l'AFI, il y avait une parité obligatoire avec des processus de désignation qui étaient faits pour favoriser au maximum les catégories les plus modestes, tu vois. Après, par le jeu et le truchement des élections, forcément, c'est plutôt certaines catégories qui ont été élues, je pense. Mais tu as quand même des personnes qui représentent quelque chose et c'est déjà mieux que rien, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais non, il y a un gros boulot à faire par rapport à ça, tu vois. Mais c'est un boulot qui, pour moi, est beaucoup plus lié ouais, au temps qu'on peut consacrer, quitte par exemple à pouvoir organiser des pauses dans la vie, tu vois, qui permettraient des pauses de 3, 4, 5 ans, qui permettraient à une personne d'être payée de façon raisonnable et de garder son emploi tout en ayant un mandat politique, tu vois, et en ayant une garantie de l'emploi, en exerçant un mandat politique. Mais effectivement, c'est un truc que je retrouve de fou. Et tu vois, moi, je vais te faire une confidence, je suis pas... Enfin, ça, je le sais déjà. Moi, je suis issu d'une famille ouvrière hyper modeste. J'ai des parents qui sont arrivés en France, tu vois, et qui ont fait ce qu'on appelle la petite école, ce qui veut dire qu'ils sont été à l'école jusqu'à 11 ans et qu'après, ils ont arrêté, donc ils savent pas forcément très bien lire et écrire. Moi, les gens que je retrouvais beaucoup, y compris à l'AFI, il y avait... Enfin voilà, tu vois, la personne pour qui je militais en tant que directeur de campagne, c'était un prof à l'université de Cambridge. Il y avait un gars avec qui je militais principalement qui était aux mines, tu vois. Donc en fait, il y a une diversité de parcours et de profils qui n'est pas non plus incroyable, mais tu avais beaucoup de gens qui étaient quand même issus du monde ouvrier ou qui étaient en tout cas fils d'eux, qui avaient une sensibilité quand même de classe qu'on pourrait pas retrouver, je pense, chez des candidats de la Macronie ou à droite, tu vois, ou moi en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard quand on parlera du programme aussi, justement, de la sociologie chez les responsables politiques. Justement, je te propose qu'on avance un petit peu et qu'on parle plus directement du mouvement La France Insoumise, qu'est-ce que c'est et tout, à quoi ça ressemble un petit peu de l'intérieur, etc. D'ailleurs, je raccroche juste sur une question qui a été posée dans le chat il y a quelques minutes de Philatélie qui te dit salut et qui dit intéressant de parler du front de gauche. Est-ce que tu trouves ça regrettable qu'il n'existe plus et du coup, moi, je relis ça à la question. Du coup, toi qui as milité quelques années à la France Insoumise, qu'est-ce que c'est ces spécificités de ce mouvement, ses forces et faiblesses, et en quoi justement quel était l'intérêt de créer ça plutôt que de rester dans le front de gauche. Qu'est-ce qui change en fait? On passe d'un parti politique à un mouvement. Toi, t'en as quelle vision? Waouh, je pense que. Alors, j'étais pas de l'époque du Ouais, front de gauche, t'as parce pas que connu j'ai le front de pu. gauche. Ouais.
Ouais, voilà, j'en ai entendu parler, hein, bien évidemment, parce que t'en entends beaucoup parler du Front de gauche par rapport au rassemblement qu'on prône souvent avec le PCF, Mhm. qui a été fait lors de la dernière élection notamment, et qui s'est pas faite là avec la candidature de Roussel. Euh, mais je peux pas t'en dire grand-chose si tu veux. Moi, ce que je vois, c'est que la stratégie a totalement changé avec la France Insoumise. Je pense qu'on était dans un élargissement du champ politique qui était tel que en fait, je pense qu'il y avait vraiment une volonté inspirée de ce qui s'est passé aux États-Unis notamment, ou des mouvements comme Podemos, de sortir du champ classique et transpartisan, et même, j'allais dire, de la communication partisane qui était faite par des mouvements comme le Front de gauche, tu vois. T'avais, je sais pas, l'abandon des drapeaux rouges au profit des drapeaux français, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a déjà eu une véritable bifurcation d'un point de vue communication pour parler à des franges de la population qui ne se sentaient pas forcément concernées par l'étiquette de gauche à proprement parler. Je pense Ouais. que ça a déjà été un grand Est-ce- changement. Si on Excuse-moi. parle alors plus tard, je pense. Oui, dis-moi. Ouais, je te coupe un petit peu. En fait, là, il y a deux points que tu es en train de soulever. Là, tu es en train de parler un petit peu de la stratégie, entre guillemets, ce qu'on appelle le populisme de gauche. Ouais, Je te propose qu'on en parle juste après. ok. Et excuse-moi, ma question était peut-être pas assez claire. Moi, je parlais plutôt de la question sur, entre guillemets, l'organisation interne de la France Insoumise et du fait justement que ce soit un mouvement et pas un parti politique et qu'est-ce que ça crée. Je vais aller même plus directement, comme ça tu pourras. Enfin, je vais te donner des points précis, tu pourras te positionner par rapport à ça. Tout à l'heure, un peu plus tôt, tu disais que c'était un mouvement gazeux. C'est Mélenchon lui-même, hein, qui disait ce terme-là quand Oui, il oui, parlait c'est de la ça. France insoumise. Il y a, Mhm. moi j'ai lu enfin j'ai regardé un petit peu là. Il y a un sociologue qui s'appelle Manuel Cervera Marzal qui a sorti un livre sur la sociologie de la France insoumise et sur le mouvement de la France insoumise, etc. Et lui, il parle d'anarchie césariste. Anarchie sur le côté, il y a beaucoup de place qui est laissée aux initiatives individuelles, locales. Quand justement, c'est ce que t'étais un peu en train de soulever plus tôt. Quand t'es militant de terrain, tu te sens avoir pas mal de possibilités d'essayer d'expérimenter, de faire des choses, sans avoir besoin de tout faire valider, etc. Et en même temps, il rajoutait le terme césariste parce que, quand même, en haut du mouvement, il y a une figure incontestée, incontestable, un chef qui est Jean-Luc Mélenchon. Et certes, on peut faire plein de choses dans le parti, mais tant qu'on reste sur sa ligne et tant que on évite de le critiquer. Je finis juste ma question avec, par exemple, Oui, bien sûr. il y a une des fondatrices de la France Insoumise qui est Charlotte Girard, qui a quitté le mouvement là il y a, je sais plus exactement, je dirais il y a 2-3 ans à peu près, 3 ans je pense. Mhm. Elle a quitté le mouvement en dénonçant le côté à la fois d'une certaine désorganisation en termes d'efficacité politique et aussi elle critiquait l'absence d'instances de décision collective qui étaient claires, qui était comment dire, en fait il y a un certain flou dans les prises de décision et il n'y a pas forcément d'accès par exemple à un processus de veto de la part des militants de certaines orientations que prendraient les dirigeants, etc. Enfin, désolé, c'est un peu une question à rallonge, mais voilà, j'espère que tu vois à peu près où je veux en venir, quoi. Non, bien sûr, non, mais je vois exactement ce dont tu parles et ce que tu évoques par l'anarcho-césarisme de l'AFI, tel qu'il est évoqué dans le livre dont tu viens de me parler. Ce qu'il faut comprendre en fait avec l'AFI, c'est que ça a été construit comme une machine de guerre électorale, vraiment. C'est un mouvement qui s'est fait pour la conquête du pouvoir. Et qui, je pense, n'a pas été conçu pour penser l'après défaite sur du long terme en tout cas. Tu le retrouves d'ailleurs dans les principes mêmes qui font de la FI. Tu le vois, si tu veux, qu'au niveau de la France insoumise, le mouvement est censé se structurer au fur et à mesure de son existence selon des instances démocratiques susceptibles d'évolution. En gros, Hmm. je résume la façon la chose de façon très triviale. Ouais, ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, je suis pas forcément pour l'horizontalité sur tout. Je m'explique. Je comprends les critiques qui sont faites sur les aspects
verticaux de la FI, qui consisterait à dire plutôt que Mélenchon est le sacro-saint César intouchable, etc. Et je comprends ces critiques, notamment par rapport au fait que le mouvement a été établi en lui-même selon des principes de fonctionnement démocratique, avec comme ambition de créer une assemblée constituante, ce qui devrait être d'ailleurs j'allais dire, presque la quintessence du processus démocratique qu'on devrait voir aboutir si le programme de l'avenir en commun est effectivement adopté, je le comprends. Mais il faut comprendre qu'en parallèle, étant dans les mécaniques électoralistes de la Ve République, qui suppose d'avoir, dans une certaine mesure, une personne, une figure charismatique, qui a peu de chances de vaciller en soi, avec un certain socle de pensée et une certaine cohérence idéologique, avec certaines idées pour appliquer son programme, et surtout une certaine expérience de la vie politique, ce qui est le cas de Jean-Luc Mélenchon et des personnes qui l'entourent. En fait, il faut comprendre que je peux pas venir je pense pas, en tout cas personnellement, que on peut tout prendre, tout écouter tout le temps dans un mouvement qui prétend prendre le pouvoir au sein de la cinquième. C'est peut-être ça le problème, tu vois. Et je pense que les choses seraient différentes si on était déjà dans la 6ème République. Parce qu'en fait, déjà, il n'y aurait pas de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a dit lui-même que s'il était élu, il partirait une fois que la Constitution sera adoptée, parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait un régime présidentialiste. Excuse-moi, je fais un peu le chiant, mais oui, bien sûr. si je veux être un peu critique, je pourrais aussi te dire que justement, quand on porte l'ambition de créer une société plus démocratique, ce serait bien de commencer à son échelle, et notamment à l'échelle de son mouvement. Et du coup, moi j'ai entendu plusieurs fois des critiques, notamment à gauche de la France Insoumise, qui critiquaient un peu justement ce paradoxe, quoi, tu vois, de dire à la fois on va créer une société trop démocratique, on donne trop de pouvoir au chef en France, etc., au président, et en même temps dans le mouvement voilà, il y a pas beaucoup d'espace pour la mise en débat, pour la possibilité de critiquer des orientations qui ont été faites. Et il y a des partis, typiquement, tu vois, Mélenchon, il a fait partie très longtemps du PS. Il en est parti en critiquant la ligne politique. Mais par exemple, et je le comprends bien et je suis assez d'accord, mais typiquement au PS, il y avait plus de démocratie interne qu'à la France Insoumise. En tout cas, moi, c'est mon impression. Parce que par exemple, il y a des motions qui sont votées avec des orientations, etc. Il y a des espaces réguliers qui sont donnés pour que les membres du PS puissent débattre entre eux de qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur parti, quelle ligne ils veulent porter, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu viens d'annoncer. Moi, c'est ce qui m'a poussé pendant un moment à ne pas militer activement, en tout cas, tu vois. J'ai eu quelques petites... un petit recul, tu vois, que j'ai pris personnel par rapport à ça, pour voir un peu ce qu'il en était, parce que c'est vrai que moi, j'avais du mal à comprendre la cohérence de la chose. Mais comme je te l'ai expliqué, et j'en reviens à ces fondamentaux-là. Alors, je ne sais pas déjà si le schéma politique classique des partis tels que l'on connaît, qui serait une dénonciation d'une verticalité extrême ou d'une horizontalité extrême, s'applique dans le cas d'un mouvement aussi gazeux que la FI, qui est justement une expérimentation politique, qui justement est basée, comme tu le disais, sur une forme d'anarcho-césarisme. Premièrement, et deuxièmement, effectivement, oui, je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes lorsqu'on est dans des échéances, hors échéance électorale, et ça s'est vu, notamment lors même pas lors des législatives, mais des élections européennes, par exemple. On était dans un cafouillis en termes de désignation, de personnalité, qui aurait dû prendre la tête des listes électorales à ce moment-là. On ne sait pas vraiment comment ça s'est fait. Il y a eu un véritable manque de transparence, et c'est là d'ailleurs qu'il y a eu
beaucoup de défections qui sont faites en interne au sein de l'AFI. D'ailleurs, là-dessus, c'est un truc de fou. Enfin, pour reparler du livre là qui s'appelle Populisme de gauche, sociologie de la France insoumise, l'auteur il souligne, là j'ai plus en tête les chiffres, mais la France insoumise elle a une saignée de militants en l'espace de 5 ans. Enfin en fait, il y a eu énormément de monde qui ont adhéré en 2017 et il y en a énormément qui sont partis aussi ces dernières années quoi. Ah, mais moi, je pense que c'est entièrement normal. Comme je te le disais, l'idée du mouvement n'était pas de se structurer autour d'un parti qui était fait pour durer. D'ailleurs, la FI, on parle plus de FI aujourd'hui, on parle d'Union populaire, c'est Ouais, encore c'est autre vrai. chose. On est dans une expérimentation nouvelle encore, avec un parlement de l'Union populaire parallèle à la campagne, qui en soi a une autorité et une expression publique relativement ouverte par rapport à l'élaboration du programme. Et par rapport à beaucoup de points. Donc, comme je te disais, je pense qu'on est dans une expérimentation nouvelle qui peut laisser beaucoup de gens déçus, effectivement, du mouvement de façon générale. Moi, je le conçois entièrement, mais moi, je préfère un mouvement comme l'AFI, qui assume d'ailleurs son côté démocratique sur ses bases, mais une certaine verticalité qui, pour moi, est nécessaire à l'accomplissement du programme dans les institutions de la 5e. Ok, du coup pour enchaîner là-dessus, c'est intéressant, tu as souligné plusieurs fois le fait que justement la FI elle avait été bâtie pour à but électoraliste en fait, vraiment la stratégie de gagner des élections. Et je te rejoins sur le fait que effectivement c'est probablement aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, dans le sens où moi j'avoue que je suis un peu critique de ça parce que je crois plutôt à créer un mouvement de masse, tu vois. Je pense que la société elle change en créant des mouvements de masse et par là ça implique de créer des structures pérennes et des structures pérennes où les gens peuvent s'engager sur le long terme et avoir une place précise. Et d'ailleurs la FI, tu sais, il y avait quand même un niveau d'engagement demandé qui était très très bas, c'est-à-dire que pour faire partie de la France insoumise, il suffisait d'aller faire 3 clics sur internet, alors qu'il y a quand même encore plein de partis où il faut verser une cotisation, donc ça permet d'être adhérent. Ouais. Mais du coup, en tant qu'adhérent, on est invité chaque année à un certain nombre d'espaces politiques locaux ou nationaux, si on veut, à des votes, etc. Et donc là, c'est un peu différent. Bon, ça, c'était juste pour donner un peu mon avis là-dessus. Et la question, moi, que j'ai envie de te poser justement par rapport à ça, enfin, c'est plutôt une critique avec laquelle moi je suis en accord et que j'ai entendu plusieurs fois, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. En gros, pour en revenir sur, tu sais, j'avais lu là du coup un article de Charlotte Girard, là je te disais, qui était partie de la France Insoumise. Ouais. Elle critiquait aussi dans le mouvement un manque de jonction avec le monde militant et les mouvements sociaux, par exemple les gilets jaunes, etc. Et elle, ces mots, je cite, elle dit en fait, pourquoi ça s'est pas opéré cette jonction ? Parce que la France insoumise est trop tournée vers l'exercice institutionnel du pouvoir, en l'occurrence l'exploitation du seul contre-pouvoir parlementaire. Donc en gros, ils étaient hyper focus sur l'Assemblée nationale et leurs élus, etc., et sur les prochaines échéances électorales. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de Mélenchon, où certes, il peut tenir des discours en soutien à des mouvements sociaux, grèves, machin, etc., mais il conclut toujours en disant si vous êtes en colère, si vous voulez faire la révolution, il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est par les urnes. La révolte, ça passe par les urnes et ça passe par voter pour notre mouvement. Et du coup, dans cette vision-là, les mouvements sociaux, ils sont toujours présentés comme secondaires, anecdotiques, ou, tu vois, rattachés à un but plus large qui est la conquête du pouvoir électoral. Et je finis là-dessus, tu vois, moi par exemple, ça m'a vraiment fait écho, même chez quelqu'un comme Ruffin, tu vois, qui a sorti son dernier documentaire, là, comment ça s'appelle sur les femmes en lutte. J'ai plus le nom. Debout les femmes. Ouais. Debout les femmes, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Où du coup, il y a un documentaire qui est super au passage, qui montre la réalité sociale de métiers précaires exercés par des femmes dans le soin, dans l'éducation, dans l'hygiène, le nettoyage, etc. Et en fait, tout le film tourne autour de Ruffin qui va voir ces femmes
et qui portent leurs revendications à l'Assemblée nationale et qui jouent le rôle de héros, en fait, tu vois, d'une certaine façon. Et à aucun moment du film, on parle, par exemple, de syndicalisme, de lutte sociale, de grève, alors que, par exemple, tu vois, dans les métiers représentés dans le film, il y a notamment le métier de femme de ménage, alors, et il y a eu des femmes de ménage en milieu hôtelier, alors qu'il y a eu des super luttes menées par la CGT et la CNT ces dernières années qui ont été victorieuses aussi, tu vois. Et en tout cas, moi, c'est une critique que j'ai et qui existe, je pense, dans une partie de la gauche, de cette minoration de l'importance des mouvements sociaux, des luttes sociales, du syndicalisme, etc. Et de la vision uniquement tournée autour du pouvoir. Et aussi, c'est aussi l'idée de dire, ben, le moyen de faire la révolution ou de changer la société, c'est de s'en remettre à une élite éclairée qui va nous représenter politiquement, tu vois. Toi, c'est quoi ton sentiment là-dessus? Désolé, c'était un peu long, mais c'était pour poser des éléments de contexte aussi, quoi. Oui, bon, c'est vrai que c'était un peu long, je t'avoue, comme question. C'était quand même une critique assez acerbe de la façon dont ils font de la politique, mais je la comprends. Moi, je te dirais pas grand-chose en fait. Déjà, ta critique sur Debout les femmes, bon, je pense que c'est un choix qui a été fait par François Ruffin au niveau de. C'est un choix en fait de réalisateur qu'il a fait et qu'il a le droit de faire. Que Non, de parler de son rôle c'était en juste tant pour que donner un député. exemple, quoi, tu vois. Mais... Non, bien sûr, je comprends. Mais lui, en fait, c'est vrai que le propos, et c'est le propos de ses films de façon générale, c'est pas tant de s'opposer héros de la chose. Je pense pas que c'est d'ailleurs dans le film, il a été un héros à proprement parler, mais qui s'est plutôt fait porteur d'une voix qu'on a du mal à entendre de façon générale à l'Assemblée nationale. Et il est vrai qu'on n'a pas eu de représentation politique à l'Assemblée nationale qui défendait réellement les intérêts populaires, si ce n'est les militants communistes et les députés communistes. Et la France Insoumise. Qui plus est, François Ruffin, il ne faut pas oublier qu'il est au sein de la France Insoumise à part, clairement. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Il se revendique comme étant journaliste avant d'être député, il s'est pas assis sur son train encore, il a mis beaucoup de temps avant d'apporter son soutien officiel à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et à se rattacher à l'Union populaire. Il vient pas dans les conventions, il est à part, il s'est toujours revendiqué comme tel. L'idée pour lui de s'être inscrit au sein de la LFI, c'est de soutenir dans une moindre mesure le groupe parlementaire à la France Insoumise, mais surtout de porter une voix qu'il serait incapable de porter s'il était député non inscrit. Bien sûr. Non, alors là, je cite Ruffin juste parce que c'était l'exemple qui m'est passé en tête, mais si tu veux, c'était un exemple, enfin, dont j'ai l'impression qui est récurrent, tu vois, à la France Insoumise, et notamment dans les discours de Mélenchon, tu vois, sur la primauté de la lutte électorale par rapport au reste, tu vois. Oui, bien sûr. Je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si tu veux, en termes de syndicalisme, la critique qu'on peut faire du syndicalisme par rapport à ça. Moi, je suis pas trop oui, je suis pas trop dans les luttes syndicales de façon générale. J'ai du respect pour les camarades qui sont présents dans les luttes syndicales, mais je pense qu'on a un problème en France de façon générale avec la charte d'Amiens. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui font notre particularisme. Alors la charte d'Amiens, je pense peut-être que tout le monde ne connaît pas, Oui, en 2 secondes. En gros, la charte d'Amiens, c'est une charte qui a été adoptée au début du XXe siècle, à un congrès de la Confédération Générale du Travail, quand elle était un des seuls grands syndicats, avant qu'elle se divise en dizaines de syndicats, il reste aussi la CGT, qui assigne en fait un double objectif au syndicalisme. C'est de revendiquer des droits pour les travailleurs d'un côté, et d'exproprier les capitalistes de l'autre, et de se séparer aussi du politique. C'est ça. En gros. Voilà. Et d'ailleurs, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, dans d'autres pays comme en Allemagne, au cours du XXe siècle, le syndicalisme était étroitement lié au parti social-démocrate local, quoi. Et en fait, c'est vrai que ça, en tout cas, ça peut poser des questions sur la stratégie syndicale parce que, par exemple, en Allemagne, il y avait des taux de syndicalisation qui étaient excessivement plus élevés qu'en France. Et donc là, si je comprends ce que tu veux dire, toi, tu appellerais à nouveau une jonction entre syndicats et partis politiques, c'est ça? Ah, complètement. D'autant plus si on est amené à être dans une conquête du pouvoir en tant que mouvement de lutte contre les inégalités sociales, ce qui est fondamentalement le cas de l'Union populaire.
Je pense que la jonction est fondamentale, en tout cas, avec les syndicats. D'autant plus que, bon, je ne sais pas si ça peut aussi leur permettre de retrouver une certaine légitimité. Euh, Ça, je sais pas, tu vois, parce que je pense qu'on est dans une telle crise politique que je sais pas si les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Mais peut-être qu'en termes de syndicalisation aussi, ça peut refaire du bien, j'allais dire, dans une moindre mesure à la chose. Après, voilà, on n'est pas non plus en France dans... Enfin, on n'est pas même dans un rapport historique similaire à ce qui s'est passé en Allemagne. On est dans un rapport de confrontation historique entre syndicats et bourgeois, et entre mouvements politiques et syndicats, et ainsi de suite. C'est aussi ce qui fonde nos particularismes. Mais tu vois, moi je pense que tu fais un procès à la FI qui est pas forcément bon. Parce que c'est vrai, comme je te le disais, pour moi c'est une machine à conquérir le pouvoir, ça je le pense vraiment. Mais je pense que plus que jamais, pendant leur mandature, et pendant, parce qu'il faut quand même savoir voilà, qu'ils étaient que 17 députés, comme tu l'as dit, ils ont vécu une hémorragie de militants, ils se sont retrouvés en effectif un peu plus serré que d'habitude, avec des taux d'abstention pendant les élections européennes qui étaient catastrophiques et qui ont privilégié un électorat plus embourgeoisé et plus âgé aussi, qui de fait a permis l'élection beaucoup plus importante de personnes de droite comme de la gauche social-démocrate, soit PS, et non, la REM, c'est pas la gauche social-démocrate, c'est la droite tout court. Mais voilà. Mais c'est sûr, oui, en termes de sociologie électorale, les élections intermédiaires profitent pas forcément à la France insoumise. Ouais. Non, pas du tout. D'autant plus que, comme je te le disais, ils misent sur un électorat abstentionniste. Et l'électorat abstentionniste ne se mobilise pas sur ces élections-là. Et je pense que la France insoumise a fait une grande erreur aussi en 2017, après 2017, pardon, avec la stratégie du dégagisme. C'est une stratégie qui a été théorisée en Tunisie et qui visait justement à dégager le pouvoir tunisien quand il a été gouverné à l'époque par... non, c'est pas Ben Bella, parce que Ben Bella, c'est en Algérie, ça n'a rien à voir. Je me souviens plus du nom du président, enfin, du dictateur tunisien qui était au pouvoir. J'ai oublié le nom aussi, je sais plus. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Mais qui justement était à l'origine du printemps arabe d'ailleurs, suite à l'immolation par le feu d'un Tunisien sur un marché, bref. Par refaire toute l'histoire du Ouais, c'est printemps vrai que arabe. Mélenchon parlait de dégagisme, en tout cas en 2017, oui, je me Exactement. souviens. Ouais. Il en Mais on parlait n'était pas à propos du PS, hein, notamment, beaucoup. Exactement. Mais on n'était pas dans la même construction politique. Je pense qu'en fait, là où tu as eu véritablement de l'éducation populaire qui s'est faite de façon massive pour le programme de 2017, avec une construction qui s'est faite sur le long terme, on était peut-être voilà, c'était Ben Ali, voilà. Ça m'a bien Ah, voilà, bien vu. Voilà, Ben Ali. On n'était pas du tout dans le même schéma politique, on était dans un schéma qui était de l'ordre du dégagisme. Après, peut-être, je sais pas si c'était lié à une panique qui était liée à un manque chronique de militants, ou si c'était parce qu'on voulait faire ça avec peu de moyens, ou s'il y avait peut-être un défaitisme ambiant. Et moi, je me rappelle ne serait-ce que des affiches de la campagne de la FI à l'époque, qui pour moi n'étaient pas incroyables, hein, qui étaient dégager Macron avec votre bulletin de vote, quoi, tu vois. Mais il y avait Ouais, pas je me souviens de ça aussi. Ouais, voilà, mais il y avait aucune revendication derrière, alors que quand tu fais les tracts et les affiches pour le programme de la FI, pour les présidentielles, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais je pense aussi parce quelque part, on sait que c'est des élections qui ont un moindre enjeu, et la Ve République est faite aussi pour faire que les seules élections qui compteraient véritablement soient les présidentielles. Du coup, je veux bien qu'on enchaîne, du coup, en parlant un peu de la campagne plus spécifiquement, si ça te va, et des stratégies de campagne aussi, tu vois. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais, et là je pense que c'est un bon moment pour en parler justement, tu me parlais de la stratégie populiste de gauche, et tu faisais référence par exemple à Podemos, donc en Espagne, mais on pourrait parler aussi de Syriza en Grèce, qui ont utilisé ces méthodes-là et dont Mélenchon s'est inspiré, et c'est un peu de là, je pense, dont est née la FI et la campagne de 2017, où en gros, en deux mots, en fait, les points un peu qui caractérisent ces stratégies, c'est s'éloigner des symboles et des discours traditionnels de la gauche radicale, comme
le drapeau rouge, l'international, etc. On va plutôt mettre le drapeau français, la Marseillaise. Et puis, au lieu de parler de prolétariat contre la bourgeoisie ou alors de classe populaire contre classe possédante, on va plutôt parler de clivage peuple contre élite ou contre oligarchie. Oui. Et puis après, il y a aussi un truc dans cette stratégie qui va être de réinvestir des thèmes qui sont traditionnellement plutôt utilisés par la droite ces dernières décennies, comme l'ordre, la nation, la souveraineté, etc. Alors que de base, c'était des thèmes qui étaient un peu plus abandonnés par la gauche radicale qui avait une vision plus internationaliste des choses. Donc voilà, un petit peu toute cette stratégie-là. Qui a été théorisée par, je crois que c'est Chantal Mouffe qui a fait ça, Ouais, et dont exactement. s'est inspirée la France Insoumise. Est-ce que pour toi c'est une bonne idée? À la fois, on a l'impression que ça a apporté plutôt des bons résultats électoraux, parce que 19% pour un parti comme la France Insoumise, ça paraissait inespéré. Et à la fois, est-ce que moi c'est un peu le doute que ça me pose. J'en suis pas sûr, mais j'aimerais bien que tu me donnes ton avis là-dessus. Moi, je me demande des fois si ça crée pas un peu de confusion. Et à moyen long terme, est-ce que c'est pas contre-productif dans le sens où, certes, c'est un discours qui peut permettre peut-être de toucher un électorat qui est plus large, mais est-ce que c'est le politiser dans le bon sens cet électorat-là? Enfin, moi, par exemple, je suis assez critique de l'emploi du terme peuple qui veut pas dire grand chose et derrière lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Par Ouais. exemple, élite, pareil. Je trouve que c'est plus opérant de parler de classe populaire ou de prolétariat et de classe dominante et de bourgeoisie, tu vois, enfin ce genre de choses. Ça permet, je trouve, de mieux saisir la réalité sociale, tu vois. Mais est-ce qu'au final on s'en fout Pardon. et le but c'est pas juste d'avoir des résultats? Enfin, je sais pas. Oui, Toi oui, c'est quoi ton avis j'entends. là-dessus, tu vois? Je me permets de t'interrompre juste parce que en fait, tu dis beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et je vais du coup commencer par ce que tu viens de dire en dernier, à savoir, ne serait-ce qu'au niveau de la terminologie utilisée, de savoir si c'est la bonne. Je pense en fait que le problème de la gauche remonte fondamentalement, non pas uniquement j'allais dire, au programme commun appliqué en partie par Mitterrand, qu'à la chute du mur et à la déchéance totale et complète du marxisme comme socle de pensée politique qui a contribué à la résultante de la social-démocratie comme seul consensus possible pour la gauche, tu vois. Je m'explique. Je pense qu'en fait, quand tu parles Marx, communisme, penseur du communisme, trotskisme, etc., ça parle pas aux jeunes, tu vois. Ça parle pas à un électorat. Et quand je parle aux jeunes, je parle même aux moins de 40 ans, qui a pas grandi sous l'ère des idéologies à proprement parler et qui a grandi avec l'idée que l'histoire était finie, terminée, ciao, bonsoir. Je pense au contraire que justement l'idéologie populiste telle qu'elle a été théorisée par Chantal Mouffe, développée par Podemos, voire même développée aux États-Unis dans la campagne de Bernie Sanders, rassemble beaucoup plus qu'une idéologie, qu'une campagne, pardon, classique de gauche telle qu'on aurait pu l'entendre par exemple sous Georges Marchais ou sous François Mitterrand. Pourquoi? Parce qu'on est dans des conceptions idéologiques différentes. Je pense que le tournant populiste, il a été intéressant parce qu'il a permis justement de parler à un électorat que la gauche avait historiquement perdu, qui était l'électorat ouvrier abstentionniste, et qui a été récupéré en grande partie par le vote ras-le-bol qui s'est manifesté pour Marine Le Pen. D'ailleurs, je crois que Et l'abstention. en 2017, il me semble qu'il y a quand même eu plus d'ouvriers qui ont voté Le Pen que Mélenchon. Enfin, il faudrait vérifier, mais il me semble quand même que c'est le cas. En fait, ce qui est intéressant avec la FI, c'est qu'il mobilise, comme je te disais, l'électorat abstentionniste, pas tant de l'électorat Le Pen. Et quand tu regardes sociologiquement les électorats, tu te rends compte que l'électorat Le Pen reste stable, mais que s'il augmente mécaniquement au niveau du pourcentage, c'est à raison principalement de l'abstention qui, elle, est en constante augmentation. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de la mobilisation qui est faite avec le tournant populiste de la FI. C'est qu'il essaie de parler à toutes les catégories sociales,
culturelle de la population en utilisant un vocabulaire peut-être beaucoup plus lissé qui ne parle pas directement de lutte des classes, mais qui la théorise complètement dans son discours. Et qui tend quand même à faire un programme de rassemblement basé sur la planification écologique, sur des mesures concrètes de lutte contre les inégalités sociales, et qui est un programme qui est, il faut le dire, quand même extrêmement radical par rapport aux autres programmes politiques qui tendraient à être adoptés. Pour moi, ça, on l'occupe peut-être souvent parce qu'on a l'impression peut-être que la FI, c'est des SOSDEM, mais pas du tout. L'idée d'adopter une 6ème République et de refonder entièrement, même totalement les institutions, c'est quelque chose d'extrêmement radical depuis la guerre d'Algérie. Ça, si tu veux, on en parlera on va en parler longtemps pendant le temps du programme, oui, si ça t'embête pas. Mais non, bien sûr, mais ça contribue justement à mon discours sur le populisme. En fait, ce que je tends à démontrer par ça, c'est que si tu veux, comment est-ce que tu veux faire passer des idées extrêmement radicales avec des drapeaux rouges en manif? Pas pour un gars lambda qui a pour seule vision du communisme, Staline, les 30 millions de morts du goulag ou va savoir quoi. Parce qu'en réalité, l'hégémonie culturelle théorisée par Gramsci aujourd'hui, telle qu'elle a été combattue par la droite depuis les années 70, parce que réellement, l'hégémonie culturelle de la gauche, elle existait dans les années 70, c'est plus le cas aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux avoir une hégémonie culturelle de gauche en reprenant les codes de la gauche historique alors que ces codes-là sont complètement obsolètes? C'est ça en fait. En fait, obsolète, oui, enfin, on va passer à un autre sujet, mais obsolète dans le sens où, pour moi, ils sont pas obsolètes dans le sens où ils sont, comment dire, ils sont toujours utiles et efficaces pour analyser les rapports de force qui existent dans la société, mais obsolètes dans le sens où ils paraissent ringards et dépassés dans leur idée. Enfin, voilà. Mais quand même, j'ai l'impression qu'ils sont toujours opérants, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Pour moi, les théories marxistes et trotskistes restent fondamentales dans la compréhension du champ politique, la compréhension de la lutte des classes. Pour moi, sont des indispensables de tout militant qui veut militer un jour. La lecture de philosophie politique comme Gramsci reste indispensable pour tout militant politique. Pour moi, ces choses-là sont des fondamentaux. Mais si tu veux, pour moi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation et sur le militantisme politique. On touche à une élite. Non, mais je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que je me rends compte parfois que des fois on peut se retrouver dans des situations à faire la course à celui qui est le plus radical entre tel courant marxiste et tel courant marxiste, sauf qu'en fait tu touches pas grand monde, tu vois. Donc j'entends ce que tu veux dire et ça me semble assez clair. Je suis désolé, c'est pas que je veux te couper, c'est que j'aimerais qu'on ait le temps d'aborder d'autres thèmes avant de parler du programme, si ça t'embête pas. Bien sûr. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en plus. Bah ouais, je sais, il y a plein de trucs. C'est hyper intéressant. Ouais, j'ai prévu trop de questions, mais au fil du temps, là, je suis en train de choisir lesquelles je te pose et lesquelles je te pose pas, mais voilà. Il y a un truc du coup moi qui m'intéresse quand même parce que tu vois, on parle justement là de toucher un électorat le plus large possible, d'arriver à convaincre le maximum de monde. Il y a un phénomène qui est, moi je trouve quand même assez intriguant. Je suis sûr que tu as vu passer ça. Oui. Il me semble que c'est l'année dernière, enfin il y a quelques mois en tout cas, les Insoumis ils ont commandé des sondages où ils ont fait tester dans l'opinion publique tout un tas de leurs propositions politiques. Mais quand les propositions sont proposées aux sondés, qui a un panel représentatif de Français, il y a un peu de tout, quoi. On précise pas que ça vient de la France Insoumise, on dit juste est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle mesure, et ils ont fait comme ça, je sais pas, au moins une quarantaine, une cinquantaine de mesures de leur programme, et les résultats sont hyper favorables. En gros, ça va pour les moins populaires de toutes, quand même 50, 55, 60% d'opinions favorables, et ça monte jusqu'à 80-90% sur tout un tas de questions. Et en prenant en compte ça, comment ça se fait, enfin je sais pas si t'as la réponse, moi je l'ai pas en tout cas, comment ça se fait que le succès du programme il se traduise pas en intention de vote, quoi, en résultat, tu vois.
Euh, Alors, t'as un gars super que je te conseille, c'est Patrick Savidan qui je connais pas. a écrit un livre qui s'appelle Voulons-nous vraiment l'égalité? Alors, j'ai lu le Ah livre oui. en mode hyper rapide parce que j'ai dû préparer, j'allais dire, en speed ce qu'on allait, ce dont on allait parler ce soir, mais je trouvais justement hyper intéressant d'étudier ça plus en détail parce que je me suis posé la même question. Donc le sondage dont tu parles, c'est un sondage qui a été fait par Alice Interactive, Alors, effectivement. juste, je mets le lien du livre que tu conseilles dans le chat pour les gens que ça Ouais. intéresserait. Voilà. En gros, Savidan, il part du constat d'un gros problème, en fait, par rapport à la gauche. Si je résume d'un paradoxe qui existe au sein de la gauche, enfin, non pas de la gauche, pardon, au sein de la société, c'est qu'en fait, on en sait on en sait de plus en plus sur les inégalités, la pauvreté de façon générale. On sait que il y a des écarts de revenus qui sont dantesques aujourd'hui, qu'il y a des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, etc. Euh, on sait que on sait même que notre entourage juge la société trop inégalitaire, que c'est un constat qui est partagé par nos pairs. On sait que les inégalités se creusent, mais on n'est pas en adéquation avec un vote qui va tendre à un progrès de la justice sociale à proprement parler. Et ça s'explique en fait par plusieurs biais. De ce que j'ai pu comprendre en tout cas et de ce qui a été théorisé dans ce livre. Déjà, il y a des problèmes de confiance fondamentaux qui sont faits auprès des structures partisanes. La trahison qui a été faite du Parti socialiste, et je le ressouligne, sous la mandature de François Hollande, elle est dingue. Et elle a cassé une grande partie du peu de confiance qu'on pouvait avoir auprès des dirigeants de gauche. Et c'était déjà le cas, j'allais dire, sous François Mitterrand à la fin de sa mandature. Là, je suis tout à fait d'accord là-dessus, ouais, c'est clair. Et, euh, et en plus de ça, on se dit, bon, la gauche ne va jamais gagner de toute façon, elle est trop divisée, les politiques tous pourris, etc. Qui plus est, au sein des débats publics, on va pas, j'ai l'impression, euh, mettre en avant les thématiques de gauche, on va plutôt parler de thématiques sécuritaires, de façon générale. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ce que théorise Savidan, en fait, c'est un concept c'est un double concept. C'est le concept de solidarité publique élargie et froide, et le concept de solidarité chaude. Et en fait, il considère que toi, ta solidarité chaude, elle va consister à donner à ceux qui te sont chers. Donc en fait, tu vas avoir tendance à voter pour des personnes qui vont privilégier cette solidarité chaude. Par exemple, toi qui as un petit peu d'héritage, ben, plutôt que prendre le risque de te le faire ponctionner par un vote. C'est aussi l'idée, enfin, il me semble, hein, si tu me corriges si je me trompe, mais c'est aussi l'idée de dire que les gens perdent espoir dans l'avenir, pensent que leur avenir sera plus sombre que celui de leurs parents et leurs enfants, ce sera encore plus compliqué, etc. Et donc il y a un repli sur des dynamiques individualistes parce qu'on on croit plus à l'avènement d'une société égalitaire et juste, etc. C'est un peu ça aussi, il me semble, non? Oui, complètement, complètement. T'as entièrement raison. Effectivement, on est en fait, on est, comme je le disais, dans des thématiques, dans une perspective future hyper pessimiste en ce moment. Tu vois, quand tu regardes les statistiques de pessimisme en France, notamment chez les catégories, non, pardon, toute catégorie socioculturelle confondue, tu te rends compte qu'en réalité, les personnes sont beaucoup plus optimistes par rapport à leur futur personnel que par rapport au futur de la société française. Et ce que théorise Savidan, c'est que par conséquent, les personnes ne sont pas nécessairement égoïstes, mais elles sont amenées à devenir de par le pessimisme qui règne sur la société. Et par conséquent, plutôt que plutôt que privilégier des politiques de redistribution des richesses qui vont tendre parfois à les taxer, ou qui pourraient tendre dans leur imaginaire à bénéficier à la société dans son ensemble, il faut plutôt essayer d'élire ou d'agir, ou de ne pas agir, même, pour des personnes qui auraient tendance à conserver la société telle qu'elle est faite. Parce qu'en fait, tu as un filet de sécurité qui, pour toi, existe. Le fait d'avoir un héritage que tu vas pouvoir, par exemple, donner à tes enfants. Le fait de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour contribuer à l'éducation de tes enfants. Et ainsi de suite. Et cette cassure des mécanismes de solidarité publique, élargie, froide, comme C'est la responsabilité des libéraux, d'ailleurs, hein, ça.
Oui, oui, complètement. Ah, complètement. Pour moi, c'est entièrement de la responsabilité. C'est une responsabilité qui est partagée par beaucoup de choses, mais c'est principalement lié au libéralisme économique, à la résultante que ce libéralisme a eu dans les médias, aux thématiques de société qui sont Hmm. abordées, au pessimisme ambiant, au réchauffement climatique, et ainsi de suite. Parce que les gens sont pas bêtes. Ils ont conscience de ce qui se passe. Ils savent très bien qu'il y a des inégalités qui se creusent et qui sont plus que jamais euh, fortes, mais ils vont pas attendre à aller, comme je le disais, à changer ça forcément. Il y a vraiment une différence entre la prise de conscience et l'action, en fait, Je pense que je aussi, trouve intéressante. je me trompe peut-être, mais je pense aussi il y a aussi, je pense, un problème de conscience de position sociale de pas mal de gens. Notamment, par exemple, tu vois, c'est un truc qui est assez fou. Tu vois, ça se voit chez euh, la sociologie électorale, chez les petits patrons ou chez les agriculteurs, qui peuvent avoir des revenus très bas, en fait, mais qui s'identifient, qui ont une projection mentale où ils vont s'identifier quand on va parler des patrons, ils vont se considérer qu'on parle d'eux. Et donc du coup, quand tu vas avoir des discours de gauche qui vont critiquer par exemple le patronat, etc., eux, ils vont se sentir Mhm. directement visés. Ou quand on parle de la propriété, bah, quelqu'un qui est un petit propriétaire terrien, même s'il galère, il va se sentir menacé. Et donc, en fait, ces gens-là, enfin, ces catégories sociales-là, ouais, il y a Bobonan dans le chat qui dit chez les commerçants aussi, c'est tout à fait vrai, sont des électorats massifs de la droite, alors qu'au final, ils ont pas, en fait, ils sont assez convaincus par le discours et la projection sociale que crée ce discours-là, mais au final, les intérêts concrets matériels sont pas tellement représentés dans les politiques de droite qu'on leur propose en fait, et pour lesquels ils votent, tu vois. Oui, complètement. Je pense que c'est lié à beaucoup de facteurs, y compris historiques, hein, par rapport au vote des agriculteurs, par rapport à l'absence de vote d'agriculture vers le vote de gauche de façon générale. Hmm. Je pense que déjà, comme tu as dit, enfin, je pense qu'il y a des données conservatrices aussi qui sont liées à un conservatisme, y compris idéologique, sur des visions de la société qui ne partagent pas fondamentalement avec la gauche en termes de progressisme, des peurs qu'ils peuvent avoir, y compris par rapport euh, à, à des thématiques sécuritaires notamment. Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi quand même un conservatisme historique qui est lié à une sociologie particulière, qui est celle des agriculteurs. Ça, il faut aussi le souligner. En plus du fait qu'ils votent effectivement contre leurs intérêts, euh, mais c'est pas quelque chose qui est théorisé dans le livre de Savidan. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt Non, non, théorisé. c'est un autre. Oui, je suis d'accord, c'est pas la Je même crois chose. qu'il y a Placide Rambaud qui s'occupe de sociologie rurale, qui est assez intéressant, qui avait théorisé les représentations sociales en fait qu'ils peuvent avoir euh, et le fait qu'en fait on voit que c'est un vote qui est quand même accréant à droite, mais qui est pas hyper saisissable de façon générale, qu'on peut pas forcément comprendre de façon logique. Par exemple, tu vois, je sais que je crois que c'était quand même un truc du genre, enfin, il y avait des territoires où on votait à 80% pour la droite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, Tu vois, Mm, mm. Mais enfin, un territoire où des agriculteurs disaient avoir voté pour la droite, quoi. ouais, il y a aussi un livre qui s'appelle, alors je sais plus le nom de l'auteur, mais qui s'appelle Pourquoi les pauvres votent à droite, qui est assez intéressant aussi. Alors là on parle pas tout à fait des mêmes catégories, mais bon, en tout cas c'est intéressant. Je suis assez d'accord avec tous les points que tu as soulignés d'explication de pourquoi à la fois ils ont un programme, enfin les insoumis portent un programme qui, quand on teste les items, enfin les propositions, sont populaires chez les gens, et pourquoi ça se retrouve pas dans les résultats électoraux. Je suis assez d'accord Oui. avec les raisons que tu as évoquées. Maintenant, je vais te poser une question un peu de journaliste type plateau BFM, tu vois, mais en tout cas en fait, qui est une question qui se pose régulièrement aux insoumis, tu vois, Oui. et moi j'aime avoir ton avis là-dessus. Est-ce que aussi le problème là aujourd'hui en fait des insoumis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est à la fois leur plus grande force et parce que il a une capacité d'éloquence, de charisme, etc., qui est très importante,
Et tout à la fois, tu vois, c'est quelqu'un régulièrement quand il est testé qui renvoie une mauvaise image à aussi plein de gens. C'est-à-dire c'est quelqu'un de très clivant. Il va avoir une fanbase, enfin un groupe de groupies, quoi, tu vois, enfin de gens fans de lui qui est assez conséquente. Et à côté, il va créer aussi beaucoup de détestation ou de rejet ou de peur chez des gens, tu vois. Et est-ce que du coup, est-ce que stratégiquement, ça aurait pas été mieux de faire porter le programme à quelqu'un d'autre que Mélenchon, en se disant bah, peut-être qu'une troisième candidature c'est celle de trop, sachant que en critique qu'on pourrait considérer comme valide, tu vois, il y a quand même le fait que il incarne aussi un peu ce qui critique, parce que il y a une critique chez les Insoumis de la trop grande personnification de la politique dans la Ve République, aussi du fait de la trop grande professionnalisation de la vie politique. Et lui, pourtant, il incarne ce vieux monde-là. Il a 70 ans, il a exercé des responsabilités politiques toute sa vie. Je crois que il me semble que il a le record du sénateur le plus jeune, donc il a été élu très tôt. Il a fait ça toute sa vie. Puis tu vois, en plus, il porte des questions de féminisme, d'antiracisme, et tu vois, il y a l'idée de c'est encore un vieil homme blanc qui se présente, tout ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu présenter, je sais pas, soit Clémentine Autain, soit Mathilde Panot, tu vois, ou alors même, j'en sais rien, François Ruffin pour le côté populaire, journaliste de terrain, tu vois. Bon, c'est un peu une question entre guillemets à la con, mais pourtant c'est quelque chose qui revient beaucoup Non, 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 dans la bouche de plein de gens, quoi, tu vois. non, non, t'as entièrement raison de la poser. C'est pas du tout une question conne, ce que tu soulignes. C'est marrant parce que ta question a été posée aussi en ces termes par Philippe Poutou, par des journalistes à Philippe Poutou, tu vois, en lui disant, mais vous aussi, vous représentez encore une nouvelle fois, etc. Et Philippe Poutou, je pense qu'il a très bien incarné en fait le problème politique de façon générale qui se pose au sein de la cinquième, c'est celui de la figure incarnée. On est obligé, si tu veux, d'avoir une figure généralement qui est connue au sein de la cinquième pour permettre à celle-ci d'avoir une chance d'être élue. Je pense pas aujourd'hui que tu aies de figure au sein de la France Insoumise ou de l'Union Populaire, peu importe, qui ait la légitimité qu'a Jean-Luc Mélenchon en termes d'expérience politique et en termes surtout de représentation pour le commun des gens en fait. C'est quelqu'un de connu. C'est une figure qui rassure aussi beaucoup parfois. Parce que justement, il a l'expérience politique d'un ancien ministre, parce qu'il a été ministre sous Jospin, de l'enseignement professionnel, parce que bien avant ça, comme tu l'as dit, il a été sénateur, parce qu'il a une expérience aussi du gouvernement Mitterrand, etc. Ça reste quand même un vieux roublard de la politique qui a une connaissance ardue du système politique, médiatique et financier aussi, parce qu'il en a vu des vertes et des pas mûres depuis très longtemps. Je pense en fait que c'est un mal nécessaire. Dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, parce que, comme je te le disais, par rapport aux institutions de la cinquième, c'est compliqué de faire émerger une figure politique qui ait du charisme et qui rassemble. Je sais qu'en fait, dans sa désignation, c'est un peu fait comme ça, cette désignation. Il a proposé aux autres de savoir s'ils voulaient se représenter pour la présidentielle. Personne n'a dit qu'il le voulait. Et Mélenchon est le seul à s'être proposé pour une dernière fois. Et je pense que d'ailleurs, après, je pense à l'après, s'il n'est pas élu, je me demande quel va être le vide abyssal qui va être laissé au sein du mouvement de façon générale. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit un homme blanc. Je comprends l'idée du fait qu'il faudrait peut-être, par exemple, qu'une femme racisée soit... j'aime pas le mot de racisé en plus. Qu'une femme issue d'une minorité ethnique soit éventuellement représentée, comme c'est par exemple le cas de Christiane Taubira. Mais il faut que ce soit dans le cadre... avec un cadre idéologique soutenu et avec une personne qui ait un minimum d'expérience politique, tu vois. C'est ça le problème en fait. Qui est-ce qu'on a aujourd'hui qui est capable d'incarner ça? Et tu parlais tout à l'heure aussi, si je me souviens bien, du fait que parfois il fasse un peu peur, etc. Il faut pas oublier que la machine médiatique qui s'est engagée contre Mélenchon en 2017 a été hyper violente. Quand on voit ce qui s'est passé, juste avant le premier tour, le gars... tout le monde était hyper content de ses meetings, il disait ouais, son programme est fou, regardez, ces meetings rassemblent énormément de monde, etc.
Et du jour au lendemain, quand on a vu qu'il montait un peu trop, bim, on nous a sorti quoi, je me rappelle. C'était dégueulasse d'ailleurs, parce que tu vois, quand j'étais militant, parce que moi j'étais coordinateur de campagne, j'étais pas directeur, mais je D'accord. pilotais toute la campagne sur la 3e Circo. On est tombé des nues, quoi. Ils nous ont sorti l'alliance Ah oui, le truc bolivarienne. bolivarienne là, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Qui est un truc qui rassemble des États qui sont pas du tout, j'allais dire, même vraiment potes et copains avec le régime de Maduro, tu vois. Hmm. Il faut aussi comprendre d'ailleurs par rapport à ça que Mélenchon, c'est quelqu'un justement qui est un vieux roublard de la politique, qui a connu les régimes de Castro, de Chavez, etc. Et que pour lui, les régimes d'Amérique latine, qui sont des régimes qui sont attaqués par les atlantistes de façon assez soutenue, sont des régimes qui peuvent être des modèles et non pas uniquement des régimes à déconsidérer en permanence. Et je pense qu'il a raison d'ailleurs de le faire. Euh, et ouais, voilà, et le fait qu'il ait sorti cette journée, ça a incarné quelque chose. Je pense qu'il y a aussi, enfin, et pareil pour l'histoire des perquisitions, des perquisitions, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé derrière par rapport à cette histoire de compte de campagne. Par exemple, il s'est strictement rien passé, ça a été cuit. Moi, enfin, tu vois, pour avoir vu les comptes de campagne de près, pas celui de Jean-Luc Mélenchon, tu vois, mais pour avoir vu l'organisation au niveau des législatives, c'était hyper clean. On faisait hyper attention aux dépenses. Mélenchon, il a dépensé 2 fois moins, d'ailleurs, Ouais, personnellement, ouais. que le candidat présidentiel. 2 fois moins que Hamon, il a fait 19%. Enfin, à un moment, il faut arrêter de déconner, les gars. Chitiru, la société qu'elle a faite, l'internationale, je ne sais plus comment elle s'appelait avant, elle facturait beaucoup moins que n'importe quelle autre société de com. Et pourtant, comme c'était la société de Sofia Chikirou, ben forcément, ça posait problème, tu vois. Enfin, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, en fait, qui se sont passés, et des pots pourris qu'on a lancés à droite à gauche, qui, oui, ont fait perdre ses nerfs à quelqu'un qui, finalement, est un être humain. Non, mais Euh, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que enfin, honnêtement, je vois pas, il n'y a pas beaucoup de personnalités politiques qui arrivent autant en terrain hostile quand ils débarquent dans les médias à chaque fois, quoi. Mélenchon, il se fait quand même régulièrement tailler, et ça passe par plein de procédés assez déloyaux, tu vois. Même quand un média qui sort un papier pas trop mauvais sur lui, il faut toujours qu'il mette une photo où il fait hyper peur, tu vois. Enfin, ouais, ouais, il y a plein de complètement. trucs comme ça où effectivement il se fait jamais rater, tu vois. Après, simplement, un tout petit peu pour modérer ça quand même, il y a aussi des fois, en plus, compte tenu de ce contexte médiatique-là, où je trouve que Mélenchon est pas habile politiquement et cherche. Enfin, des fois, entre guillemets, j'ai envie de lui dire, tu l'as bien cherché, parce que tu vois, tous les quelques mois, il fait des sorties foireuses qui vont faire polémique et qui vont mettre de la confusion sur tel ou tel point, tu vois. Enfin, typiquement, il a fait des sorties, enfin, tu vois, il avait sorti des trucs, en fait, dont on pourrait soupçonner de racisme, tu vois, quand il y avait eu il y avait eu des conflits armés, je crois, dans la ville de Besançon, je sais pas quoi, c'était des Tchétchènes, et lui il répond, et lui il dit, moi je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France, tu vois. Ça a été un peu mal perçu, forcément. Euh, Mhm. Là, il y a pas si longtemps, il a fait une sortie sur Zemmour où on dit bah non, il peut pas être antisémite parce il reproduit des scénarios culturels qui sont liés au judaïsme et aux juifs, hein, tu vois, des trucs comme ça. Mais, Il avait fait une sortie aussi un peu complotiste en disant vous verrez, juste avant la présidentielle, il va avoir un grave accident, enfin tu vois. Et en fait, à chaque fois, quand il prend le temps derrière de réexpliquer sur pourquoi il a voulu dire ça, en fait, il est capable de le dire correctement, mais de façon régulière, tu vois, il lâche une phrase à la con. Alors, moi, j'arrive pas à savoir si c'est juste maladroit, ou est-ce que des fois il le pense vraiment, ou est-ce que des fois c'est une stratégie en se disant ah bah peut-être que je vais pouvoir aller toucher tel élément de cet électorat-là ou pas. Mais en tout cas, en fait, au fil des années, il cumule, tu vois, un certain nombre de points, enfin un certain nombre de casseroles, entre guillemets, de déclarations, que évidemment les médias se font plaisir à ressortir, quoi, tu vois. Alors après, je suis d'accord, il y a un traitement qui est inégal, hein, c'est-à-dire que les macronistes diraient ça, on leur ferait pas autant chier, tu vois, mais... Ouais, tu vois, dans le chat, Bobonan, il parle de... Il dit sur le pass aussi, tu vois, il y a eu des fois des... Enfin, sur le pass sanitaire, des fois, il y a eu des déclarations un peu pourries, quoi, entre guillemets, quoi.
Écoute, sur les propos qu'il a eu sur les Tchétchènes et les propos que j'ai entendus qu'il a fait sur la communauté juive après, je crois que c'était lié à Zemmour, cette histoire. Ouais, c'est ça, ouais. Et le fait qu'il ait voulu en faire une critique acerbe en disant ça, je pense qu'il a déconné, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais je te Je peux demande pas. pas de faire son avocat. Enfin, c'était juste en fait pour te répondre sur le Non, non, fait non, que. mais bien sûr, mais je te dis pas qu'il déconne. Mm, Enfin, je te dis pas qu'il a jamais déconné. mm, Je suis pas là pour défendre l'homme de façon pleine et entière. Moi, je t'ai toujours dit, enfin, moi, je t'ai dit dès le départ que j'avais un problème avec la personnification politique de mm. façon générale. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que parfois, il a déconné, effectivement. Je pense aussi parfois qu'il y a un effet volontaire, peut-être, hein, peut-être pas d'avoir fait ces sorties-là en particulier, mais que de faire des sorties pour faire entendre parler de lui, parce que parfois, on n'entend plus du tout parler de lui. Quand le champ politique, par exemple, est entièrement pris par Zemmour, Le Pen, etc., peut-être qu'à un moment, il a lui-même envie de lancer un pot pourri pour retrouver un peu, j'allais Ouais. dire, enfin, pour qu'il y ait un peu de débat autour de lui. Il préfère parfois, je pense, qu'on parle de lui en mal qu'on ne parle pas de lui. Ça, je le pense, Possible. pour garder quelque chose, tu vois. Parce qu'il est vrai, de façon générale, qu'on entend, enfin, au début de la mandature, par exemple, de Macron, on entendait beaucoup plus parler de Mélenchon, de la France Insoumise, et en bien d'ailleurs, que quelques mois après, où le faisceau s'est complètement retourné avec les Gilets jaunes, et même bien après, pour parler uniquement de la droite et d'extrême droite. Non, c'est Euh, sûr. Non, mais c'est sûr que en fait, l'agression, enfin le niveau d'hostilité médiatique a monté avec sa montée dans les sondages aussi, hein, oui, oui, clairement. voilà. Après, il y a des propos que tu as dit, par exemple, sur les accusations de complotisme, c'est sur quoi? Sur les attentats à 15 jours de machin. Ouais. Il a pas dit ça. Il a dit, enfin, quand il a dit ça, je pense pas qu'il avait intention, Mais moi non genre, vous plus. verrez, l'État français va commettre un Moi non truc à plus. 15 jours. Et je pense que ça étonne au vu de la parole qu'il a, parce qu'il sait très bien parler, il sait très bien s'exprimer. Je pense qu'il connaît le poids des mots. Et tout ça, bon, c'est un truc qu'on dit souvent de lui, hein. Après, voilà. Je pense que chacun, enfin, tout le monde fait des gaffes, y compris moi, quand je parle maintenant, là, tout de suite. Mais je pense pas que il ait eu la volonté d'avoir un discours complotiste. Sur ce qui concerne le pass et tout ça, écoute, je pense que le pass c'est encore un autre débat, mais moi je suis Oui. personnellement opposé au pass sanitaire et au pass vaccinal. Voilà, c'est mon cas et je pense que c'est le cas de la France Insoumise. Je pense qu'effectivement, le bénéfice du pass, c'est qu'il a réussi à augmenter la vaccination de façon incontestable, mais au profit d'un recul des libertés publiques exponentielles et auquel on est en train de s'habituer de façon drastique. Tout ça parce qu'on est en train de supprimer de façon massive des lits de réanimation et dans les hôpitaux et de casser l'hôpital public en faisant passer pour bouc émissaire une catégorie de la population qui a juste peur d'une politique gouvernementale qui consiste à leur casser du sucre sur le dos. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, Non, c'est non, pas, mais c'est pas du je tout. suis plutôt d'accord. Après, là, enfin, le but c'est Je pas pense pas forcément. qu'on peut. Ouais, Oui, vas-y. pardon. Dis-moi. Non, Non, je vais dire le but c'est pas. Putain, on n'arrive pas à s'entendre. et puis, je me permets juste, hein, je suis pas là pour faire, comme tu disais, l'avocat de Mélenchon, de Ouais, ouais, façon ouais. générale. Je suis là pour parler du programme de l'AEC. Bah justement, c'est pour ça que je me Voilà. permettais de te couper. Enfin, je veux pas forcément lancer une discussion sur le pass parce que c'est pas forcément le sujet de ce soir. Là, on arrive pile au milieu de l'émission en termes de durée. En gros, ça fait 1h30 qu'on est en live et il nous reste à peu près 1h30, enfin, de ce qu'on s'est dit. Du coup, bah, moi je te propose qu'on puisse s'arrêter là sur les questions de campagne, de machin et tout, et qu'on ait le temps de Ok. parler du programme, en fait, si tu veux. Mhm. Donc du coup, juste, je sais que tu m'avais demandé, et moi je suis d'accord, on peut faire une petite pause de 2 minutes. Si tu veux, là, tu peux te mettre en pause dès maintenant. Moi, en attendant, je fais juste 2-3 secondes de pub pour le chat. Et puis, Ok, bah, on se retrouve dans 2 minutes si ça te va. ok, ça marche, merci, à tout de suite. À tout de suite. Bon, bah du coup, les gens, j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Si ça vous plaît et que vous découvrez le live ce soir, enfin ma chaîne, et que ça vous intéresse de voir d'autres streams, bah n'hésitez pas à follow sur Twitch. Ça ferait bien plaisir d'avoir un peu de monde, quoi, ce serait cool. Autre info, je mets toutes les rediffs de mes émissions
ou presque toutes, sur YouTube. Donc je vous mets le lien dans le chat de ma chaîne YouTube si ça vous intéresse de vous abonner pour voir les émissions que vous n'auriez pas vues et qui vous intéresseraient, etc. Et je vous mets aussi mon lien Twitter et Facebook pour... c'est là où en fait je communique sur quand est-ce que je stream, sur quoi je stream, etc. En général, c'est tous les mardis soirs maintenant, mais ça peut varier. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à aller faire le tour des réseaux, tout ça, des abonnements pendant la pause. Et moi,